Château-Chalon, un panorama magique sur la plaine de la Bresse. Un village qui possède, comme seulement 2 autres villages franc-comtois, le label tant convoité des plus beaux villages de France. Berceau du célèbre vin jaune, Château-Chalon veille sur ses vignes du haut de la falaise sur laquelle il s'est installé. Légendes et histoires s'entremêlent pour créer un village d'exception. Le vignoble est indissociable de l'histoire des abbesses établies sur le rocher depuis le IXe siècle. René sera notre guide tout au long de ce voyage. Ancien professeur de philosophie et enfant du village, il est devenu un spécialiste de l'histoire de Château-Chalon. Il aime à partager sa passion avec les touristes nombreux et donner du sens à un tourisme en pleine expansion. Dans des fûts de chai, Jean-Berthet Bondet, viticulteur emblématique, saura nous apporter la recette du plus célèbre vin jaune que représente le Château-Chalon, bu à la table des rois et des empereurs depuis un millénaire. Bernard, un autre passionné, mais de la photographie stéréoscopique, nous présentera le CPPG, le centre photographique de la Porte de Grange. Nous retournerons à l'école en 1880 où Françoise, l'ancienne institutrice du village, nous attend dans ce musée-école vivant. Enfin, Christian et Jean-Pierre nous feront découvrir une vigne conservatoire qui consiste en une sauvegarde du patrimoine viticole jurassien des générations passées. Mais retrouvons René avec la famille Messire, des touristes originaires du nord de la France, entraînés par l'enthousiasme de leur guide si captivant. Bon, ce que vous voyez là, on ne peut pas le manquer, c'est la tour de Château-Chalon. C'est le vestige le plus ancien. C'est un château qui a été construit au XIIIe siècle, un peu à l'époque de Saint-Louis, si vous connaissez un petit peu l'histoire, pour surveiller la route du sel qui était en contrebas. De chaque côté de Château-Chalon, il y a donc des précipices. On est de chaque côté du promontoire. Et là, on entre par un chemin. Alors, il faut imaginer, à l'époque du château, vous aviez un pont-levis. Les gens qui occupaient le château entraient dans le village par le pont-levis qui était là. Alors là, on est dans le beau sentier herbeux de Château-Chalon, entre les murs de pierre, plein de mousse, les murs anciens, vous voyez. Les pierres de Château-Chalon qu'on retrouve partout. Les pierres de nos carrières, des pierres anciennes qui ont vu beaucoup de monde. Et puis là, un petit chemin secret. Ça s'appelle une venelle, mais il porte un nom, on l'appelle le sentier des cœurs fidèles. Donc, par là. Alors on se retrouve sur la place de l'église. Alors la place de l'église, c'est en réalité la place de l'ancien cimetière. Pendant 1000 ans, les Castelchalonnais ont été enterrés ici. Il y a 30 générations de Castelchalonnais, d'habitants de Château-Chalon, qui sont enterrés là. Et le sol a tellement monté qu'il arrive au niveau des fenêtres. C'est pour ça que l'église donne l'impression d'être comme enfoncée dans le sol. Bien, alors maintenant on est dans la rue de l'église, on est au cœur du village. Alors c'était une rue qui, il y a une centaine d'années, était une rue essentiellement commerçante. Il y avait beaucoup de boutiques, vous aviez des cafés, vous aviez un tabac, mais surtout c'est la rue des vignerons. Et il y a ici toute une série de caves. Alors le principe, c'est qu'on creuse les caves dans la roche. Vous voyez les descentes ici, l'escalier. Vous en avez une qui est tout à fait magnifique ici. Alors le rocher de Château-Chalon est très dur, donc les gens descendaient autant qu'ils le pouvaient. Est-ce que vous connaissez la profondeur approximative Oh, une cave, il faut qu'on puisse s'y tenir debout, mais souvent c'est des caves voûtées et qui ont au moins 3 mètres de hauteur. Parce que pour que le vin soit bon, il ne faut pas que la température dépasse 13 degrés. Alors d'avoir une cave comme ça, c'était le signe qu'on avait une certaine aisance. On est ici dans une rue étroite, mais quand on ouvre une de ces portes et qu'on rentre dans le couloir qu'il y a derrière, on découvre des choses tout à fait magnifiques. Posé en sentinelle au bord du Revermont, Château-Chalon est le phare du vignoble. L'histoire du village et celle du vin jaune se sont rencontrées, mariées, confondues au fil des siècles. Chantal et Jean-Berthet Bondet, tous deux ingénieurs agronomes, ont délaissé la ville en 1985 pour créer un domaine viticole d'envergure. Œnologue averti, Jean nous dévoile les secrets de fabrication de ce vin de garde d'exception, le Château-Chalon. Pour faire du Château-Chalon, il faut déjà un cépage très original qui est le Savagnin, qu'on ne trouve que dans le Jura, qui est un cépage proche des vignes sauvages. Donc c'est un cépage qui est assez peu productif, qui donne des vins
légèrement acidulés, mais assez forts en alcool, qui sont propices justement pour des élevages de longue durée. Ce cépage, il est planté sur un terroir bien spécifique. En Château-Chalon, il y a une 60aine d'hectares. C'est 2 coteaux exposés sud-sud-ouest sur des marnes. Alors, c'est bien le sol qui va donner les caractéristiques du vin, puisque selon les lieux-dits, les terroirs, on va avoir des nuances apportées par le terroir. Ce vin de Savagnin, il va être élevé pendant 6 ans en fût, dans des fûts de chêne, du vieux chêne, jamais de fût neuf. Et pendant ces 6 ans, on ne va pas compléter le fût, ce qui est une hérésie du point de vue œnologique. Parce que normalement, pour tous les autres vins, dans toutes les régions, on pratique ce qu'on appelle le houillage. C'est l'opération qui consiste à compléter le fût par l'œil, le trou du tonneau, pour compenser la part de vin qui s'était évaporée, ce qui évite l'oxydation. Et justement, pour le Château-Chalon, on ne va pas faire ce houillage. Donc, on va laisser le vin s'évaporer. Le niveau dans le fût va baisser. Donc, il y a de l'air au-dessus. Et dans le même temps, il y a des levures qui se multiplient et qui finissent par former un voile très fin à la surface du vin. Ce voile va protéger le vin d'une oxydation directe et lui donner ce caractère très particulier. Il y a encore une autre condition quand même pour bien réussir ce Château-Chalon, c'est la cave. Il faut des caves bien particulières. Ailleurs, on dirait que ce sont des mauvaises caves en fait, parce qu'il faut des caves sèches, ventilées et avec des écarts de température. Tout le contraire de ce qu'on entend dire au sujet d'une bonne cave. Justement parce qu'on favorise l'évaporation qui va concentrer le vin. Et il faut qu'il y ait un réchauffement de la cave en été pour que les levures se multiplient et forment bien le voile. Au bout de 6 ans, le vin sera mis en bouteille, dans des bouteilles aussi particulières qu'on appelle le clavelin et qui contiennent 62 centilitres. Château-Chalon est un lieu aimé des artistes. Peintres, sculpteurs et écrivains ont souvent élu domicile dans cette cité accueillante. Parmi eux, un écrivain, prix Goncourt 1968, Bernard Clavel. Nous allons avoir l'honneur de pénétrer dans une très belle propriété de Château-Chalon. Une très belle maison, historique bien sûr, qui a été pendant quelques années la résidence de l'écrivain Bernard Clavel. Alors Bernard Clavel a eu une œuvre très importante, il est décédé seulement il y a quelques années, et avec Château-Chalon, il a une histoire particulière. L'un de ses romans, qui s'appelait L'Espagnol, a été tourné dans le village, avec des figurants, dont certains sont toujours vivants par ici. Et quelques années après, il est venu s'installer effectivement à Château-Chalon, où il a écrit d'autres textes, d'autres livres, et notamment un roman qui s'appelait Le silence des armes, qui se passe à l'époque de la guerre d'Algérie. C'est un roman d'inspiration pacifiste, dans lequel Château-Chalon sert de toile de fond, et il avait appelé dans son roman Château-Chalon Castel-Rocher. Alors ce lieu n'est pas seulement exceptionnel par la beauté de l'architecture du bâtiment, mais regardez le site dont il s'agit et on comprend qu'un écrivain, qu'un littérateur, épris de poésie, ait pu être séduit tout particulièrement par ce lieu. D'ailleurs, Bernard Clavel ne s'est pas contenté d'illustrer ce lieu par une partie de son œuvre, mais il a agi aussi pour obtenir le classement du village de Château-Chalon. Ce classement a été obtenu en 1971 grâce à lui et aussi tout particulièrement à quelqu'un qui m'était proche, évidemment, mon beau-père, Robert Monino, qui était un artiste, qui pendant des années a agi pour que le village de Château-Chalon soit classé et protégé. Et donc il a été soutenu par Bernard Clavel dans ses interventions. Ils sont devenus amis, au point que ma belle-mère, Yvonne Cruat-Monino, qui était également artiste, a été amenée à illustrer la jaquette du livre que Bernard Clavel a écrit dans ses murs entre 1972 et 1973. Bon, il est resté là quelques années, mais comme c'était quelqu'un qui aimait beaucoup le voyage, la découverte des ailleurs, eh bien, au bout de quelques années, il a quitté Château-Chalon, mais je crois que Château-Chalon est resté en partie dans son cœur.
Au Moyen-Âge, Château-Chalon s'identifie à son abbaye. Construite au 7e siècle, elle fut une grande abbaye féminine du comté de Bourgogne. Pour un voyage dans ces temps immémoriaux, René rejoint son ami Jean-Louis Suret, passionné d'histoire. Celui-ci habite encore une des maisons de l'abbaye. Bonjour Jean-Louis. Bonjour René, comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien. On te fait une petite balade dans notre quartier Très historique volontiers. préféré. Voilà. Dis donc, là, on est devant ta maison. Oui. Elle Alors, est une des demeures historiques de Château-Chalon. ouais, et elle a un nom qui n'est pas très beau, on l'appelle la maison du Babouin. On Oh. l'appelait la maison du Babouin, c'était en fait la maison du confesseur des abbesses, parce que tu sais que grand-père était un peu archéologue, il était architecte, et il avait plus la tête dans les étoiles que les pieds sur terre. Donc il avait acheté à peu près, comme il avait 5 enfants, 5 maisons en bord de rochers. Ici, Hein, à Château-Chalon, à là, dans ce Château-Chalon. quartier. Hein. Bon, voilà, on a franchi le porche de l'ancienne abbaye bénédictine, le chapitre royal de Château-Chalon. Alors on a l'impression d'un espace ouvert, mais il faut faire un gros effort d'imagination, Ouais. remonter un peu plus de 2 siècles en arrière, et s'imaginer qu'ici, il y avait d'une part un vestibule gothique immense, 6 piliers, les chanoinesses enterrées en dessous. Là, à gauche, l'église abbatiale, parallèle à la paroissiale. Devant nous, des constructions partout, et notamment, un petit peu plus loin, à l'emplacement de ce verger, le grand salon de réception de l'abbesse. Alors il se trouve que tout cet ensemble a été déclaré bien national au moment de la Révolution. Ça a été vendu, tout le quartier a été vendu vers 1795. 2 personnages ont acheté. On ne savait pas très bien qui ils étaient. Et on a découvert 2 ans après qu'en réalité, c'était la dernière abbesse de Château-Chalon, Madame de Stein, qui avait racheté son abbaye, son église, la maison canoniale, les logis de toutes les chanoinesses, et qui espérait réouvrir son abbaye une fois que les troubles du moment seraient terminés. Mais au moment du consulat, Napoléon n'était pas très favorable aux abbayes de femmes, donc elle a dû renoncer, surtout qu'elle avait perdu les dîmes, les revenus liés aux terres et aux vignes que possédait l'abbaye, qui faisait sa richesse dans les décennies précédentes. Donc elle a dû se résoudre elle-même à revendre tout son quartier abbatial par lot à diverses personnes, y compris l'Église. À la fin, c'est un spéculateur venu du bas, de Voiteur, qui a acheté une grande partie des bâtiments restants et qui a pratiqué la démolition de l'ensemble. Alors on retrouve ici les restes, les ruines en quelque sorte de plusieurs logis de chanoinesses, parce que nos chanoinesses ont assez vite abandonné la vie véritablement communautaire. Comme c'était de grandes dames nobles à 16 quartiers de noblesse, ça veut dire que toutes devaient avoir leurs arrière-grands-pères déjà nobles. Donc là nous descendons vers la pointe sud de Château-Chalon. On est toujours dans le quartier réservé, il n'y avait que les chanoinesses et leur personnel qui pouvaient venir ici. Les habitations s'étendaient jusque-là, elles plongeaient vers le bas par des pignons extrêmement élevés, et la pointe qui communiquait avec les terrasses qui sont en dessous par des escaliers, par divers souterrains, la pointe leur était réservée, c'était en quelque sorte leur jardin d'agrément. On comprend pourquoi ces dames, installées là, semble-t-il, depuis le 9e siècle, avaient choisi cet endroit pour leur lieu de résidence un petit peu particulier. Bernard, ancien professeur d'histoire naturelle, passionné de photographie stéréoscopique, nous présente dans la rue des Chèvres le CPPG, le centre photographique de la Porte de Grange. En 2004, j'ai commencé à poser des trucs très modestes. Les gens commençaient à regarder. Alors d'abord, c'était les gens du village. C'était les voisins, les voisines, la Charlotte, la Gabi et le Gabi qui venaient. Alors ils ont accepté petit à petit, est-ce que je fasse des photos d'eux ? Ensuite, les touristes sont venus. Alors du coup, les regards se concentraient beaucoup là-dessus. Et puis il y en avait quelques-uns de temps en temps qui se détachaient, puis qui regardaient, puis qui disaient « Oh, venez voir, venez voir !»
Et puis un jour, quelqu'un a découvert qu'on pouvait bouger. Il a dit, ah regarde, on peut regarder les autres. Oh, puis c'est en relief. Ils n'avaient pas vu que c'était en relief. Hein, parce que finalement, je me suis aperçu que la photo stéréo, c'est un truc que les gens connaissaient vaguement, mais dans le détail, ils ne savaient pas vraiment ce que c'était. Et puis voilà, le truc s'est institué. Et puis moi, je regarde derrière la porte, là, je regarde ce que font les gens, je regarde leur hésitation. Il y en a quelques-uns qui s'approchent même de la porte, là, et il y en a eu quelques-uns qui viennent frapper, c'est arrivé quelquefois. Ils frappent, ils disent « mais qu'est-ce que c'est ce truc-là » Alors je leur explique. La stéréoscopie, c'est une histoire de ma vie. J'ai un vieux regret d'avoir vu disparaître du grenier de mes parents un appareil stéréoscopique et des vues stéréoscopiques. Ah, c'était des objets bien particuliers. Et par exemple, il y avait ça. Ce n'était pas tout à fait cet appareil-là, mais enfin, il était de cet ordre-là. On y glissait, on y mettait ses deux yeux, bien sûr, hein, et puis on y glissait une de ces cartes, comme ça. J'ai fabriqué à peu près les mêmes. Et il y avait des images absolument phénoménales. Et ça m'a frappé, ça m'a occupé pendant toute ma jeunesse. Et quand je me suis mis à faire de la photographie, j'ai eu un désir énorme de réaliser de la photographie stéréoscopique avec toutes ces caractéristiques de l'époque. Alors, il a fallu trouver des appareils de prise de vue. Alors, j'ai découvert à la Cité des Sciences à Paris un appareil de très mauvaise qualité d'ailleurs, avec lequel j'ai commencé mes opérations. Et puis, j'ai cherché un peu plus moderne et j'ai trouvé un adaptateur qui était fabriqué par Pentax, adaptateur qui se visse sur l'objectif et qui permettait d'avoir des photos de bien meilleure qualité. Voilà donc les appareils que j'ai utilisés dans le voisinage de la rue des Chères avec ces gens formidables, ces personnages absolument exceptionnels qui étaient les voisins. La Charlotte me faisait le cadeau de m'offrir son visage, ses attitudes, et je lui présentais les photographies. Donc j'allais régulièrement lui donner. Et la Charlotte, qui était une paysanne et qui craignait d'avoir à payer quelque chose, me disait, la photographie, oh, des photographies, mais on en a chez nous, mais on en a. Alors elle les acceptait quand même, je disais non, non, c'est un cadeau. Et donc en tant que cadeau, elle le prenait, mais il ne fallait pas que ça soit un cadeau trop important parce qu'elle aurait dû faire un cadeau équivalent. Voilà. Et donc c'est devenu le centre photographique de la Porte de Grange que depuis 10 ans maintenant j'alimente pendant 3 semaines, 1 mois avec des photographies toujours stéréoscopiques. Ma passion reste la stéréoscopie. Le dernier vestige de l'abbatiale gothique, qui avait résisté aux actions dévastatrices de la Révolution, est rasé en 1881 au profit de la construction de l'école communale. Un siècle plus tard, celle-ci est abandonnée au profit d'un regroupement scolaire hors village. Aujourd'hui, devenue musée ouvert au public, cette école revit grâce à l'action du foyer rural des Amis de Château-Chalon. On monte tout doucement, on tourne, entrez. Bonjour les enfants. Bonjour Françoise, bonjour maîtresse. Bonjour. Je crois qu'on peut Asseyez-vous, leur permettre les de s'asseoir. Mais écoutez les enfants, je suis venu présenter l'école de Château-Chalon à mon ami Jean-Louis. Alors Jean-Louis, voilà, l'école de Château-Chalon telle qu'elle était il y a une centaine d'années. C'est l'école dans laquelle sont venus mon grand-père, mon arrière-grand-père, et puis mon papa, qui était là il y a 85 ans, regarde Jean-Louis. Il figure sur cette photo de 1928. Et il est là, c'est ce petit garçon qui avait votre âge à cette époque, et il a 93 ans aujourd'hui. Alors moi, je suis aussi venu dans cette école. Alors Françoise n'était pas ma maîtresse, elle est beaucoup trop jeune pour ça, pour être ma maîtresse d'école de ce moment-là. Mais donc c'est Françoise qui est l'âme vivante de cette école, c'est elle qui fait revivre, grâce à vous aujourd'hui, l'école telle qu'elle était. Que j'anime parce que j'ai envie que ces enfants de Château-Chalon sachent comment vivaient leurs parents et leurs grands-parents et leurs arrière-grands-parents. Donc, on pratique, on fait les mêmes exercices dans le même cadre. On a toujours à droite les tout petits, ceux qui apprennent à lire, à écrire avec les méthodes de lecture, etc. Les moyens qui commencent à regarder un peu,
vers les plus grands. Et là, j'ai 4 bons élèves et ils passeraient le certificat d'études. Je les présenterai, c'est sûr. Oui, c'est le Graal, c'était l'objectif. Tout à fait. Alors quand je regarde évidemment cette école, je suis ému parce que j'étais assis là où justement sont ces futurs élèves de certificat d'études. Je me revois avec le poêle qui chauffait en hiver et qu'il fallait alimenter avec du bois. Et puis on avait des blouses comme vous. Voilà. Donc courage, hein. Et puis bientôt ce sera l'heure de la récréation. Je pense que ça existe encore aujourd'hui. Toujours. Et on va jouer à quoi, Quentin? Aux billes. On joue aux billes. Voilà. Aux billes. Et ben voilà. Nous aussi on a joué aux billes. Eh bien on va vous laisser travailler. Au revoir maîtresse. À bientôt. Et on continue. Merci de nous avoir accueillis. Je vous en prie. Pardon. Dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine, Château-Chalon possède la plus importante vigne conservatoire de France. Créé en 2007, il s'agit d'un programme à long terme qui permet d'organiser une sauvegarde de la biodiversité des ceps de vigne pour la sélection de demain. Jean-Pierre, viticulteur, et Christian, le maire du village, cheville ouvrière de ce projet, mettent la dernière étiquette pour identifier un cépage emblématique, l'enfariné. Je suis content là, l'enfariné, enfin, on va le reconnaître. On va faire les autres. C'est quand même un cépage extraordinaire, tu vois, c'est un cépage de collection. À l'époque, je pense qu'il était très utilisé pour les vinifications acides. Ouais. Tiens, il y a une belle grappe là, tu vois. Donc certaines années où les vins manquaient un peu d'acidité, eh ben, ce cépage-là était mis dans les cuvées voilà, pour faire des vins de garde. Alors moi, les vieux m'ont tous raconté que pour faire les grands vins de paille, il fallait toujours rajouter 1 ou 2 seaux d'enfariné. C'était pas trop toléré, mais il le faisait un peu secrètement. Simplement, c'est un petit peu dur quand même à consommer tout seul. C'est vrai, ne disait-on pas que pour boire les cuvées enfarinées, il fallait 3 mains, Oui. hein? Donc une main pour tenir le verre et les 2 autres pour tenir la table. Voilà. Mais écoute, on fera un essai au moment des vendanges. Ah bah là. Voilà, il est interdit, c'est la réglementation de 1936. Dans le Jura, 5 cépages, pas plus. Il est quand même dans la collection. Tiens, le Gueuche. Ah, ça, c'était un raisin aussi intéressant. Alors, quand on étudie l'ADN, il semblerait que ça puisse se rapprocher des cépages qu'on a actuellement. C'est-à-dire que ces cépages-là, ils ne sont plus utilisés aujourd'hui, mais ils étaient utilisés, ils avaient certainement une fonction. Mais au moins, on a réussi à maintenir dans cette vigne conservatoire l'ensemble des cépages qui étaient développés dans le Jura à la fin du 19e. 53 cépages, c'est bien. Tiens, regarde donc, tu as le grappenou là. Ça, c'est un cépage pareil, qui avait complètement disparu. Ça, c'est teinturier. Ça, tu peux être sûr qu'il y a de la couleur. C'est pas mangeable, ça. Il n'y a que la peau. Finalement, sur les 53, là, il nous reste 5 cépages. Tu te rends compte? Il y en a 48 qui ont disparu. Alors, on n'a pas réussi encore à tous les identifier. Il en reste 2 ou 3. On a été obligé de leur donner le nom du village où on l'a retrouvé. Sur les 53, là, il y en a 51. On sait maintenant comment ils s'appellent. Et c'est une vigne assez extraordinaire pour le Jura. C'est le musée des cépages franc-comtois qui est à Château-Chalon. Et je pense que la collection, elle sera bientôt complète. C'est en 1613 que fut établie par l'archevêque de Besançon une confrérie en l'honneur de Saint-Vernier. Ces statuts mettaient en avant les principes de solidarité entre vignerons. Mais la confrérie de Château-Chalon souhaita donner une autre dimension symbolique au cérémonial laïque en l'honneur de son saint patron. Chaque année, 3 clavelins, issus d'un assemblage des vins de tous les vignerons, vont rejoindre le trésor de la confrérie, emmuré dans un caveau. La confrérie s'inscrit dans le respect de son passé pour protéger l'identité du vin qu'elle défend et du terroir qu'elle raconte. Une découverte de Château-Chalon ne peut se réaliser sans la séance traditionnelle de dégustation de ce vin jaune d'exception. Dans la fabuleuse cave de Jean-Pierre, Christian lui a apporté un clavelin de son cru. Quand l'œnologie se marie avec la poésie. J'ai eu envie qu'on le partage. Bah, écoute, tu me fais plaisir, vraiment. Là. Regarde-moi ça, c'est de l'or.
C'est de l'or 21 carats. Regarde, ça remonte, le glycérol remonte sur les parois du verre, c'est gras, ça doit être chargé, tu sais, ça c'est magnifique. Une robe extraordinaire. Oui. Alors au nez, c'est la noix sèche, les amandes grillées, le poté concentré. Et puis moi j'ai un peu d'épices, toi, un peu le curcuma au nez, les épices douces qui viennent nous caresser. Et je pense qu'il peut encore aller 25 ans celui-là. Dans 25 ans pour Il se va le retrouver, tenir. Jean-Pierre. Écoute, avec plaisir.